à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais débuter cette présentation par un chiffre. 1,9 milliard, c'est le nombre de personnes adultes en surpoids dans le monde. Et sur ce total, plus de 650 millions sont obèses, ce qui fait à l'échelle de la population terrestre une personne sur 4 en surpoids et 1 sur 12 atteinte d'obésité. Mais pourquoi ce problème perdure alors qu'on connaît les causes de l'obésité et du surpoids? On sait ce qu'il faut faire. On sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, on le fait. Mais si ce n'était pas uniquement de notre faute, il n'y a pas encore si longtemps que ça, le riche était grassouillet et le pauvre tout maigrichon. Et il y avait une certaine logique derrière cela. Celui qui a plus remplit plus, mathématiques. Mais alors, comment expliquez-vous que de nos jours ce soit l'inverse? La malbouffe, très certainement. Le manque d'exercice, forcément. Mais ça, tout le monde le sait. Ce que l'on sait moins, c'est pourquoi peu d'entre nous ont la liberté de choisir. Qu'est-ce que cela dit de notre société et de nos modes de consommation? Et surtout, comment inverser cette tendance? Alors, si moi, je n'ai pas de solution à vous donner, à n'en pas douter, mon invitée, elle, aura des suggestions à nous faire. Agnès Renard, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, inutile de vous présenter pour les téléspectateurs de Télésud, vous êtes Madame Santé sur la chaîne puisque vous présentez l'émission Santé Plus tous les mardis soirs à 20h30. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous avez, depuis longtemps, vous êtes impliqué dans les politiques de santé publique, vous avez fait pas mal de choses, et c'est à ce titre, justement, que j'ai le plaisir de vous recevoir. J'ai une question toute simple. Est-ce que le surpoids, pas l'obésité, mais le surpoids, est-ce que c'est une maladie ? Non, c'est bien le problème, ça n'est pas une maladie, ce sont en fait les conséquences de ce surpoids qui sont des maladies comme le diabète, comme les maladies cardiaques, comme les troubles psychiatriques. Et c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant et prendre conscience que ce surpoids est en fait un piège assez silencieux qui va peut-être vous emmener vers des maladies chroniques. Et c'est tout l'enjeu des politiques de santé publique, c'est de traiter ou de proposer des solutions à des personnes qui ne sont pas malades, mais à des personnes qui sont saines. C'est-à-dire vous et moi. Merci. Mais justement, là, vous parlez des maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Est-ce que vous trouvez qu'on communique assez sur ça? Est-ce qu'on met bien devant les personnes qui souffriraient de surpoids ou d'obésité, on leur dit attention, ce sont des causes mortelles? Bien sûr. On communique, mais peut-être qu'on fait trop porter de responsabilités à ces personnes à qui finalement on dit vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire cela, alors qu'en fait c'est difficile de lutter contre cette addiction, puisqu'en fait l'alimentation c'est une addiction. Si vous mangez trop, vous pouvez peut-être, d'autres personnes fumeront trop, iront trop au cinéma ou trop dans les expositions ou feront trop de quelque chose. La question c'est toute une question de mesure en fait, de prendre conscience que peut-être, dans nos sociétés modernes, on mange au-delà de nos besoins alimentaires. Selon vous, qui est le plus touché? Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les pays riches, les pays plus pauvres? Vous avez une idée? On peut ressortir quelque chose ou c'est quand même assez général et global? Alors, de manière globale et mondiale, tout le monde est touché. Mais, vous rappeliez un chiffre, on prend... donc une personne sur deux prend 5 kilos tous les 10 ans. D'accord. Donc entre le poids que vous faites... Un de nous deux va prendre 5 kilos. Voilà, entre le poids que vous faites à 20 ans et le poids que vous faites à 50 ans, une personne sur deux aura pris 5 kilos par décade. C'est beaucoup, hein? Mais malheureusement, il y a une autre donnée qui est beaucoup plus triste, ce sont les déterminants sociaux. Plus vous êtes pauvre et plus vous avez tendance, je ne dis pas que c'est forcément une certitude, mais vous aurez plus tendance à la prise de poids et donc à l'obésité. Alors, si vous le voulez bien, on va regarder un sujet qui recontextualise un petit peu tout ça, qui parle aussi des enfants et on en parlera juste après, on regarde. Le surpoids tue. Plus de 2 millions de personnes en meurent chaque année sur Terre et le nombre de malades croît sans cesse. Près d'1,5 milliard de personnes sont en surcharge pondérale à travers le monde.
Les populations pauvres des pays riches sont les premières touchées. En France, on compte 2 fois plus d'obèses chez les ouvriers que chez les cadres. En cause, une alimentation trop riche, un manque chronique d'activité physique, mais également la nourriture industrielle low cost. Pour les enfants, la vie n'est pas simple non plus. Les inégalités face à la santé commencent très jeunes. Dès l'âge de 10 ans, les enfants des classes populaires, ouvriers, employés, ont 2 fois plus de risques d'être en surpoids et jusqu'à 4 fois plus de probabilité de souffrir d'obésité que les enfants de cadres et professions supérieures. Souvent ostracisés, ils peuvent développer des soucis psychologiques et souffrir d'une mésestime d'eux-mêmes, associés à un risque accru de décès prématuré et d'incapacité à l'âge adulte. De nombreux facteurs expliquent l'obésité des jeunes. Les habitudes de vie, différentes selon les milieux, jouent, de même que la représentation que l'on a du corps, la nécessité plus ou moins importante d'être mince. Quel que soit le facteur en jeu, l'obésité constitue une maladie avec des conséquences lourdes pour les personnes concernées. Elle est aussi la source de discrimination ou de pratiques de rejet plus ou moins affichées. Encore plus difficile à vivre quand on est jeune, notamment à l'adolescence, une période où l'on s'interroge sur ses capacités personnelles et sa place dans la société. Agnès, la faute à qui? Les lobbies, alors toujours, oui, les lobbies de l'industrie agroalimentaire, les lobbies du sucre, ou est-ce que ce sont les politiques qui permettent les lobbies de s'exprimer et d'agir? Est-ce que ce sont les parents qui ne sont pas assez vigilants? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est tout simplement un problème d'éducation ou un problème de manque de connaissances? Alors c'est certainement un problème de connaissance, mais c'est plutôt la faute à tout le monde parce que nous sommes dans des sociétés où finalement l'alimentation, notamment dans les pays développés, est offerte en abondance et donc vous êtes sans cesse sollicité à prendre des aliments, des bonbons, des gâteaux sans même avoir faim. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans des sociétés de plus en plus sédentaires. Et que, vous le savez, et ça a été le cas pendant le confinement, on passe de plus en plus de temps devant les écrans, beaucoup plus qu'au siècle dernier. Et donc, forcément, on a besoin de moins de calories. Et tout ça, c'est évidemment facteur de prise de poids, de manière tout à fait silencieuse d'ailleurs. Et on a l'impression parfois que, bon, comme je le disais en préambule, c'est un problème qui ne cesse d'augmenter. On se dit, mais comment faire pour inverser cette tendance? Est-ce que c'est possible de pouvoir inverser cette tendance ou est-ce qu'il va falloir faire avec et essayer de minimiser les dégâts? Alors, on fait avec, on essaie de minimiser les dégâts, mais il faut rester optimiste et enthousiaste. Il y a moyen de trouver des solutions et ça passe d'abord par une prise de conscience. Pas seulement de l'individu lui-même, c'est-à-dire que il faut se peser, il faut essayer de se motiver pour augmenter son temps d'activité physique et il faut prendre conscience que quand on a 5 kilos en plus par rapport à ce que nous avions l'année d'avant, eh bien, il faut faire quelque chose parce que ça ne veut pas dire faire des régimes drastiques justement, c'est augmenter son activité physique par exemple et surveiller son alimentation parce que c'est par la politique des petits pas et notamment aussi pour l'État, c'est des campagnes d'information, c'est d'encourager à l'activité physique, encore une fois on le dit, on le redit mais c'est très important et puis d'avoir plus d'informations sur ce que l'on met dans son assiette et là la France vient de mettre un label Nutri-Score qui permet finalement de sélectionner les bons produits dans les supermarchés parce qu'effectivement l'agroalimentaire répond à la demande et la demande c'est souvent plus de sucre. Comment fait-on? Là vous me dites faire attention à ce qu'on met dans son assiette, mais qu'est-ce que vous dites aux personnes qui déjà mettre quelque chose, peu importe ce que c'est compliqué de le mettre dans l'assiette? Qu'est-ce que vous leur dites? Le problème de sucre, le problème de sel, le problème de gras passe après d'abord un problème économique déjà souvent, un problème de
remplir le plat de ses enfants, de pouvoir les nourrir, de pouvoir leur faire peur en préparant l'émission. J'ai vu qu'il y avait ce mot de compensation, c'est-à-dire quand il y a des manques à peu près partout parce qu'on n'a pas les moyens de faire des beaux cadeaux à Noël à des enfants ou les emmener en vacances, eh bien on compense en leur offrant quelque chose qui d'habitude est interdit, comme une pâte à tartiner très sucrée, des boissons gazeuses, soda qu'ils pourront boire l'après-midi et tout, parce que justement on n'a rien d'autre à offrir. Que peuvent faire ces gens pour essayer de faire attention à leur poids, de faire attention à ce qu'ils mangent et surtout de pouvoir prendre soin d'eux? Mais le conseil qu'on peut donner aux parents et qu'on peut donner à toutes les personnes qui n'ont pas forcément des enfants, la première chose, c'est la structure des 3 repas. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment protégés de prise de poids excessive comparé aux États-Unis, où je vous rappelle qu'il y a la politique du libre service vers l'alimentation. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. C'est vrai aussi pour les écrans, mais il faut absolument rester sur ces structures des 3 repas et d'essayer de les prendre à table, pas devant la télé, de ne pas manger debout et de prendre au moins 20 minutes pour s'asseoir si possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a protégé nos pays, et notamment l'Europe, de l'obésité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre conscience qu'une assiette bien équilibrée, c'est une assiette dans laquelle il va y avoir des protéines, des légumes et du sucre, mais un petit peu de tout, en fait. C'est l'excès, en fait, qui nous amène à prendre du poids de manière excessive. Donc l'excès de sucre et l'excès de gras. Donc on peut tout faire à condition d'y mettre un petit peu de mesure. Et puis bien sûr, ça passe par l'éducation. Et l'éducation, ça passe par l'exemplarité. Rarement, les enfants de 3 ou 4 ans sont les premiers à acheter du ketchup. Donc, si les parents n'apportent pas du ketchup à la maison, eh bien, il y a peu de chances qu'un enfant de 6 ans vous demande du ketchup. Donc, il y a quand même des choses, indépendamment des déterminants sociaux, qui permettent d'aller dans le bon sens et indépendamment de ses moyens financiers. Alors, il y a un autre fléau qui est associé justement à ces prises de poids, c'est le marqueur social. C'est-à-dire que être en surpoids, ne pas avoir de moyens, être sans emploi ou quoi que ce soit, c'est la triple peine. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment exclu, presque en marge et pointé du doigt par une société. Vous me disiez tout à l'heure, on en parlait avant l'émission, vous me disiez, c'est surtout très problématique pour toutes les personnes qui cherchent un emploi, parce qu'on ne peut pas le cacher. Non, c'était un vrai facteur de discrimination, même si dans les 10-15 dernières années, les choses ont tendance à évoluer. Il y a cette image de la femme très maigre des années 60 qu'on voyait dans tous les magazines et qui a fait beaucoup d'encre dans le secteur du mannequinat. C'est quelque chose qui tend à quand même bouger aujourd'hui. L'image de la femme idéale ou du corps idéal, c'est quand même un corps un tout petit peu plus rond qu'il y a une dizaine d'années. Mais pour autant, les jeunes notamment, qui s'identifient à des vedettes et à des stars, ont tendance justement à vouloir copier et souvent ça n'est pas évidemment ça n'est pas le bon exemple. Ce qui est important de dire, c'est que il faut surtout pas s'engager dans des régimes drastiques. Oui, parce que maigrir brutalement, c'est très mauvais pour la santé. C'est pire en fait. Oui. Donc du coup, ce qui est important de dire à nos téléspectateurs, c'est que si vous avez 3 ou 4, 5 kilos de trop, eh bien mieux vaut éviter d'en prendre davantage que d'essayer de les perdre. En fait. Ça, c'est quelque chose c'est important ce que vous dites, qui est quelque chose d'assez nouveau en fait, qui est justement de ne pas stigmatiser et de peut-être d'accepter qu'on soit un petit peu moins filiforme, comme on l'a dit, et surtout éviter les régimes, les fameux régimes yo-yo, parce qu'en fait, ça, c'est malheureusement la mauvaise direction qui va vous faire aller vers des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et l'obésité. Donc voilà. Agnès, vous le savez, Télé-Sud est diffusée partout en Afrique et nous avons des correspondants dans tous les pays, notamment au Togo, où Nicolas Louya, notre correspondant, est allé voir un peu comment se vit le surpoids, voire même l'obésité à Lomé notamment. On regarde et on revient après. Séance cardio intense pour Tevi ce matin dans cette salle de gym située à quelques encablures de sa maison.
Ce jeune Togolais a changé ses habitudes depuis qu'il a commencé à prendre du poids. Un peu de vélo, de la corde à sauter et quelques exercices d'abdos, il fait tout son possible pour brûler assez de calories. J'ai constaté que j'ai commencé par prendre du poids en 2018. Tout ça est dû à un mauvais régime alimentaire. J'ai décidé d'y remédier. J'ai commencé par venir à la salle de gym. En seulement 4 semaines de séances en salle, couplées à un régime alimentaire bien strict, les efforts de Tevi ont commencé par porter leurs fruits. Il a perdu plus de 8 kilos, mais il ne compte pas en rester là. Là, je suis confiant qu'avec le sport, tous les efforts, le régime alimentaire que je suis en train de suivre aussi, ça va aller. Comme Tevi, bien des Togolais souffrent du surpoids ou de l'obésité. Ceci en raison de l'urbanisation à laquelle l'on assiste avec l'occidentalisation du mode de vie. Les mets naturels pauvres en graisse et en sucre tendent à disparaître au détriment d'un régime alimentaire importé. À cela s'ajoute un mode de vie sédentaire et une mobilité qui ne favorise guère une dépense énergétique. Les causes, en fait, c'est toujours une alimentation qui n'est pas saine, qui est en fait riche en gras, en sucre et en sel. Il y a aussi un mode de vie qui est sédentaire et stressant. Selon une étude de l'ONG Non à l'obésité, 21,6% de la population togolaise sont frappés par le surpoids ou l'obésité avec une forte concentration à Lomé et dans certaines villes du pays. Considéré désormais comme un problème de santé publique, le surpoids ou l'obésité n'épargne pas les enfants. D'après les chiffres de l'OMS, le nombre d'enfants africains en surpoids ou obèses est passé de 30 millions à plus de 40 millions entre 1990 et 2014. Agnès, en Afrique, dans certains pays, culturellement, l'embonpoint est signe de richesse, de prospérité, de bien-être, d'aisance. Et il est de bon ton d'avoir un bon ventre quand on est un homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années, voire moins si on a réussi rapidement. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? Arrêtez. Eux, ils savent que ce que nous, on critique comme représentation, enfin, ce qu'on redoute comme représentation, on le disait tout à l'heure, c'était la triple peine, c'était un marqueur identité, un marqueur social. Là-bas, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on leur dit? D'abord, on leur dit que c'est bien d'avoir, c'est plus agréable de regarder des gens qui ont un petit peu de rondeur que des personnes toutes maigres. Ça, on le sait bien. Et donc, oui, mais tout est une question de mesure. Et que, encore une fois, il faut prendre conscience que 5-6 kilos en plus de l'indice de masse corporelle standard, c'est possible. Ensuite, attention. Parce que ensuite ça va un petit peu plus vite et que du coup il faut se prémunir de maladies, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent survenir parce que en fait ce sont des maladies silencieuses en fait qui s'installent et donc l'activité physique par exemple c'est bien d'avoir un petit peu d'embonpoint mais encourageons toutes ces personnes qui sont gourmandes, qui aiment bien justement vivre de manière affable, mais en préservant aussi une activité physique régulière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde, d'aller marcher. C'est pas forcément d'aller faire... L'activité physique, c'est pas 3 heures, pas un marathon toutes les semaines. Voilà, hein, on l'a vu, on a vu dans le reportage un monsieur qui faisait de la musculation. C'est pas ça qu'on dit, c'est simplement de lutter contre la sédentarité. On crève justement de sédentarité et donc notamment dans le cadre du Covid. Donc n'hésitons pas à avoir une activité physique, marchons. Alors, je le disais en début d'émission, vous avez participé à des campagnes de sensibilisation et des campagnes campagnes de prévention. Des campagnes de prévention. Est-ce que vous trouvez que le message politique est audible? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que, oui, c'est très bien, on alerte, on met beaucoup de moyens pour prévenir, pour alerter, mais est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous qui avez participé justement à ces campagnes de prévention, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche?
Les campagnes d'information et de sensibilisation, ce sont toujours des campagnes de longue haleine et elles sont évidemment très utiles parce que c'est le rôle de l'État de pouvoir pointer tel ou tel sujet, et notamment la France qui a mis en place le label du Nutri-Score. Eh bien, bravo quand même, parce que ça permet aux personnes de pouvoir accéder à des aliments dont ils ont une meilleure connaissance de la composition. Les politiques de prévention, ça marche toujours au moment où on fait ces campagnes d'information, et puis ensuite ça retombe. C'est comme la politique, les antibiotiques, c'est pas automatique. Toutes les campagnes de prévention, elles fonctionnent quand on en parle, et puis ensuite on a tendance à les oublier. Donc il faut les créer, et il faut les diffuser largement, de manière ludique. Ça, c'est quelque chose qui est très important, que ça puisse parler à chacun des publics, et les publics sont variés, évidemment, quand on parle de prise de poids, mais il faut aussi les répéter, et c'est aussi l'association de diverses compétences, en fait. Prendre en charge et comprendre tous les ressorts de la prise de poids, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue social, eh bien, ça suppose d'organiser un certain nombre de compétences. Donc, je crois que les décideurs publics mettent en place de nombreuses initiatives, mais c'est aussi une prise de conscience de son propre comportement, et d'être capable de faire des petits efforts au jour le jour, et d'avoir conscience de ce que nous mettons dans notre assiette et dans notre bouche au moment où nous le mettons. Parce que là, on va parler des solutions, parce qu'il y en a ce que l'on peut faire pour en tout cas accompagner les gens qui sont sujets à l'embonpoint, au surpoids ou à l'obésité. On va parler d'une étude, c'est quoi? C'est une expérience aux États-Unis il y a quelques années. Alors en fait, aux États-Unis, dans les années 2000, on s'est posé la question de comment inventer des politiques où l'obésité est plus présente qu'en Europe. On s'est posé la question de savoir comment on pouvait inventer des campagnes de communication efficaces, et notamment des campagnes plutôt positive et incitative. Et donc, on s'est inspiré des connaissances sur le comportement, sur les techniques comportementales et sur les connaissances sur le cerveau. Et on a mis en place ce qu'on appelle les nudges, les fameux coups de pouce. C'est quoi un nudge? C'est créer un environnement, en fait, sans contrainte. C'est-à-dire, plutôt que de dire à tel ou tel citoyen, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela, et bien en fait, c'est créer un environnement positif. Alors ça veut dire quoi, par exemple, pour les enfants à l'école? Ça veut dire que dans les cantines, on va présenter de manière plus attractive les légumes verts, les betteraves, les choses qui sont moins caloriques, et puis peut-être qu'on présentera de manière un petit peu moins attractive les frites ou les chips. Donc créer ces environnements positifs, moi je trouve que c'est un concept, ce concept des nudges, ça apporte beaucoup, parce que ça n'est pas culpabilisant, au contraire. C'est encourageant, en fait. Et quand vous avez une prise de poids, quand vous avez un problème d'obésité, c'est pas facile, en fait. La question, c'est comment mettre en place des choses qui vont avoir, comme vous dites, un effet. Et donc, du coup, le concept des nudges, c'est un concept qui est très intéressant. Ça a été fait aux États-Unis, au Royaume-Uni, avec le sel, par exemple, dans les salières au Royaume-Uni. Vous n'avez pas 3 trous à la salière, mais simplement un trou. Et c'est comme ça qu'on a diminué la consommation de sel. Mais vous voyez qu'on n'a pas mis un petit papier à l'entrée du restaurant en disant surtout le sel, c'est mauvais pour la santé. Mais donc les assiettes, on les réduit, c'est la même chose. Oui, par exemple, c'est de créer des petites choses qui vont faire que, du coup, sans s'en rendre compte, on va finalement entrer dans un cercle vertueux. Et c'est efficace. Et c'est efficace, c'est très efficace. Alors, une dernière question, Agnès, c'est une question compliquée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, de toute façon, moi, j'attends la pilule magique? Ils vont bien trouver une pilule on pourra manger ce qu'on veut, on avalera la pilule et on ne prendra pas une calorie. Alors, il vaut mieux sincèrement se prendre en main, parce que toutes les recherches... Ça peut exister ou pas?
Oui, bien sûr, potentiellement, il y a même eu diverses firmes pharmaceutiques qui ont essayé de mettre au point des pilules anti-obésité, si on peut dire ça comme ça. Pour autant, aujourd'hui, personne n'a trouvé la solution magique, parce que, évidemment, si ça se saurait, hein, Oui, ça se saurait. s'il y avait une solution magique, ça se saurait. Non, je crois qu'il faut plutôt compter sur soi-même, compter sur sa connaissance, comme vous l'avez dit, sur son éducation, et puis se poser des questions, avoir l'esprit critique de ce que nous mettons dans notre assiette, et peut-être de regarder effectivement à deux fois quand on achète quelque chose, et de se dire que est-ce qu'on peut peut-être ce qu'on peut faire aujourd'hui de manière exceptionnelle, si on fait un écart, peut-être que demain on peut faire un petit peu plus attention. Et encore une fois, l'activité physique, c'est compenser notre problème de sédentarité par plus d'activité physique. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et si les enfants ne veulent pas le faire tout seuls, eh bien, essayons d'en faire un projet familial. Agnès Renard, merci beaucoup. On vous retrouve mardi soir, 20h30 pour Santé Plus. Mardi, on parle de quoi? On parlera du burn-out parental. Ah, peut-être que ça me concerne, je vais regarder ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Alors ce ne sera pas le burn-out parental, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. D'ici là, continuez à vous informer en regardant bien évidemment Télé Sud. À la semaine prochaine, au revoir.